m'appelle Leila Lassaini, je suis avocate en droit du travail dans ce cabinet d'avocats au nom imprononçable, mais en anglais, euh, Progress Lawyers Network. On a deux cabinets, un à Bruxelles, un à Anvers. Et notre engagement, en ce qui concerne le droit du travail, par exemple, c'est de ne défendre que les travailleurs. Donc, on n'est pas un cabinet qui fait les deux, des fois défend les employeurs, des fois les travailleurs. On défend les organisations syndicales dans certains dossiers. Et puis, on a d'autres collègues qui font d'autres matières, notamment qui défendent en pénal des activistes qui sont poursuivis ou voilà, au niveau de droit des étrangers aussi. Et donc, dans notre partie en droit du travail, on a, par la force des choses, été souvent impliqué dans des dossiers qui concernent le droit de grève, que ce soit du droit de grève à la SNCB, par exemple, mais aussi récemment euh, par rapport à Deleuze. On était des avocats d'une des organisations syndicales. Euh, dans tout ce processus, on a entendu des travailleurs tout à l'heure. Ça a été long, ça a été difficile et c'est surtout pour les travailleurs que c'était vraiment une lutte incroyable. Je pense que voilà, je sais que le bilan est pas évident, mais c'était aussi une lutte vraiment très longue, historique. C'était une des plus longues qu'on a eues ces dernières années et je pense qu'ils peuvent aussi être fiers de tout ce qu'ils ont accompli. Ils ont quand même réussi, je sais bien que tout n'était pas rose, mais ils ont quand même réussi voilà, à attirer beaucoup de sympathie aussi du public. Je sais que ma maman, elle fait plus ses cours de FEDELES, mais non, enfin, c'est quelque chose qui a quand même très fort marqué, je pense aussi au niveau de toute la Belgique. Voilà. Après, c'est sûr qu'on est dans une période où les syndicats subissent pas mal d'attaques et que nous, en tant qu'avocats, on doit aussi lutter, mais parfois avec un peu de retard sur les patrons qui, comme vous savez, utilisent des techniques juridiques pour essayer de casser les grèves. Je vais essayer d'en parler un petit peu tout à l'heure. Je ne dis pas que je vais répondre à toutes vos questions sur tout, mais voilà, ce que j'ai préparé, si ça vous va, c'est d'abord une partie sur un peu l'histoire, enfin très brièvement l'histoire, mais sur c'est quoi le droit de grève, pourquoi est-ce que c'est un droit fondamental, où est-ce que ça a été reconnu et voilà les attaques qu'on subit aussi, mais aussi ce qui est prévu dans l'accord de gouvernement du nouveau gouvernement fédéral. Parce que sûrement vous avez entendu parler beaucoup de tout ce qui touche les conditions de travail, la pension, etc. C'est hyper important, mais il y a aussi une partie où c'est une attaque contre les syndicats et les mutuelles et le droit de grève. Et puis, on va faire une petite pause parce que je pense qu'on en aura besoin. Au bout d'une petite heure, je vais essayer de contrôler l'heure, 3/4 d'heure, disons, euh, pour prendre l'air 2 minutes. Et puis, on revient pour parler un peu pratiquement. Parce qu'il y a des grèves qui sont annoncées pour le mois prochain. Je sais pas, vous êtes de différents secteurs, je pense, et les choses sont pas pareilles si on est dans le secteur public, si on est voilà, dans le métal, dans le commerce, etc. Les rapports de force sont pas les mêmes, mais je pense que ce serait bien que si vous avez des questions sur, OK, si je veux faire grève, par exemple, le 31 mars, euh, avoir des petites choses à savoir, même si, bien sûr, c'est d'abord les syndicats, vos permanents, etc., qui ont l'expérience de terrain. Moi, je suis juste, voilà, j'ai juste des connaissances juridiques, mais sur le terrain, je ne vais pas vous expliquer comment construire un rapport de force, simplement, voilà, des petites choses pour le piquet de grève en tant que tel. On vous a distribué, je pense, un papier qui est quelque chose on a fait il y a quelques années sur les droits des grévistes, parce qu'en tant que cabinet d'avocats, on va quand même souvent aussi rendre des visites de solidarité au piquet de grève, et on essaye voilà, si les gens ont des questions sur leurs droits, en général, ils sont un peu déçus parce qu'on n'a pas tant de droits que ça. Mais voilà, on a fait une petite liste sur un piquet de grève, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi une arrestation administrative? Qu'est-ce que la police peut faire? Est-ce que je peux filmer ou pas? Euh, voilà, donc vous me direz si vous trouvez ça utile ou pas. Bref, tout ça pour une très courte introduction. Comme vous voyez, j'ai un peu un problème, je parle trop, mais
on commence. Donc, aujourd'hui, votre journée, on en a déjà parlé, hein, c'est les droits et des syndicalistes, et les attaques. Donc comme je vous ai dit, voilà, ça c'est un peu la présentation et on commence sur le droit de grève. S'il vous plaît, levez la main, interrompez-moi, même pendant que je parle. Parce que, voilà, c'est comme ça qu'on n'attendez pas 3 quarts d'heure s'il y a un truc qui est pas clair et que vous restez bloqué, dessus, autant que ce soit clair. Parce que voilà, moi, les juristes, ils sont insupportables, ils utilisent des fois des mots, qu'ils ont inventés et c'est tout à fait pénible, donc n'hésitez pas à lever la main. Mais donc, le début, c'est, sur, le droit de grève. J'ai pas envie de vous faire tout le truc de 19e siècle, et cetera, mais quand même, je trouve que c'est quand même important parce que c'est quand même de voir pendant des années d'où on vient et donc la Belgique, quand elle a été créée, il y a combien? 180 ans, 90 ans, bref, bientôt 200 ans. C'était un pays avec beaucoup d'industries, des chemins de fer très développés, mais aussi des conditions de travail vraiment très difficiles. C'était un des pires endroits pour les ouvriers pour travailler et il y avait soi-disant des droits, droits de s'associer, des droits de la liberté de presse, etc. On était sur papier, il y avait pas mal de droits. Mais dans la pratique, en fait, pour les ouvriers, c'était interdit de faire la grève et je trouve que c'est quand même intéressant de se rappeler de ça pour se dire, voilà, les choses vont, elles viennent, il y a des moments où c'est facile et des moments où c'est plus difficile. Mais voilà, à l'époque, donc il y avait une peine d'emprisonnement et des amendes qui étaient prévues pour toute personne qui avait été violent, mais aussi qui avait injurié quelqu'un ou menacé quelqu'un pour l'empêcher de travailler ou pour fermer des entreprises. Et aussi pour ceux qui se rassemblaient près des établissements, donc ça veut dire des entreprises, euh, et ceux qui ont porté atteinte à la liberté des maîtres et des ouvriers. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est encore des arguments qui reviennent aujourd'hui. Donc, c'est écrit un peu compliqué, évidemment, mais sinon, c'est quand même les mêmes idées. C'est, en fait, on ne peut pas commettre de violence. Et donc, souvent, on dit aux grévistes qui sont violents parce qu'ils ont voilà, fermé des magasins ou parce qu'ils ont fait brûler des palettes devant l'entrée. On ne peut pas menacer, on ne peut pas empêcher la liberté du travail. C'est des choses qu'on entend quand même souvent, hein. Il y a la liberté, ok, vous avez le droit de faire grève, mais vous devez aussi respecter le droit des autres de travailler. La liberté de commerce est importante, la liberté des employeurs, de leur droit de propriété, etc. Donc, ça, c'était interdit et dans les faits, il y a eu vraiment beaucoup de gens qui étaient en fait pendant les grèves emprisonnés à l'époque. Mais ce qui n'a pas empêché de faire des grèves. Parce que, en fait, la Belgique aussi, si maintenant on a un système de sécurité sociale comme il fonctionne maintenant, même s'il est voilà, attaqué, si on a des organes syndicaux, des organes de concertation, etc., ça ne s'est pas créé du jour au lendemain. Ça a été un long processus depuis le 19e siècle avec plein de moments de grandes grèves. Et c'est pour ça que j'ai mis cette petite image-là qui est un peu un des symboles des grèves qu'il y a eu au 19e siècle dans la région de Charleroi, où il y a eu des grandes grèves dans les industries de cette région-là, mais aussi une répression importante. Et donc ça, c'est un dessin de je pense que c'était pas la gendarmerie encore, mais c'était une sorte d'armée quoi à l'époque qui a tiré et il y a eu plusieurs morts. Et s'il y a encore une commémoration aujourd'hui qui se fait là-dessus. Mais donc, il y a eu plusieurs étapes, quoi. On était un pays, comme je vous dis, où c'était la liberté totale du patron. Donc, il n'y avait pas de règlement d'obligation sur les salaires. Les enfants travaillaient, les femmes aussi, dans des conditions très difficiles. Et petit à petit, bah voilà, il y a eu
des actions, des grèves, et il y a eu l'interdiction du travail des enfants qui a été passée à l'époque où les ouvriers n'avaient pas encore le droit de vote, hein. Donc, c'est aussi pour voir, voilà, même si on n'avait pas le droit de vote, hein, on a quand même pu obtenir des choses. Euh, Justement, gagner le droit de vote, le suffrage universel, d'abord pour les hommes, puis pour tout le monde, avec des étapes, des congés payés, la sécurité sociale, etc. Mais même jusqu'à aujourd'hui, parce que souvent on s'arrête un peu là, en gros, et alors on est un peu déprimé parce qu'on a l'impression que depuis 80 ans, il ne s'est plus rien passé. Mais par exemple, en 2014, oui, je finis juste et puis je te passe la parole. En 2014, il y a eu des attaques sur les pensions, etc. Il y a quand même eu euh, certaines choses qui ne sont pas passées grâce à la mobilisation, notamment la pension à points, qui était une façon de, voilà, plus compliquée de calculer la pension, mais qui faisait perdre de la pension. Et il y a eu des énormes mobilisations à ce moment-là, des énormes grèves, des grandes manifestations, et il y a des choses qui étaient dans le programme du gouvernement qui n'ont pas été appliquées. Donc ça fait un petit peu écho à ce qui se passe maintenant. Mais voilà. Oui, juste dans le slide précédent, Ouais. quand vous dites propérer Des menaces. des injures, Ouais. j'insiste sur l'injure. Quelle est la frontière qu'il y a entre une injure et une injure? Injure, insulte, c'est la même chose, hein. C'est juste un autre mode pour le dire. Mais oui, c'est voilà, c'est un peu ce qu'on pourrait avoir encore aujourd'hui. On peut pas insulter les gens, ni la police, etc. Donc voilà, mais c'est toujours, c'est toutes des façons en fait de pouvoir empêcher la liberté d'expression et de voilà, de quand on est fâché parce qu'on risque de perdre son travail, on nous dit bah oui, il faut bien parler. Et ben voilà, parfois on parle pas bien, mais donc c'est une façon voilà, de cadenasser en fait le l'expression des travailleurs. Et donc, il y a eu des évolutions, évidemment, puisque ce que je vous ai montré, l'article de loi, bah, c'est plus ce qui est maintenant, ça n'existe plus. L'interdiction de faire la grève n'existe plus. Et ça a été aussi voilà, une grosse revendication du mouvement ouvrier à l'époque que cet article soit effacé, enfin, soit aboli, qu'on ait le droit de faire la grève. Euh, Et donc, il y a des étapes, quoi, où il y a jusqu'en 1921, c'est interdit, on peut être emprisonné et condamné à des amendes, et c'est vraiment, ça se passe vraiment. Et puis, il y a cet article est effacé, et on reconnaît le droit de s'associer, donc de créer en fait des syndicats. C'est pas, il n'y a pas le mot syndicat dedans, mais c'est créer des organisations. On a le droit parce que c'était interdit aussi avant. Donc, on ne pouvait pas, en tant qu'ouvrier, s'associer dans le but de faire évoluer les conditions de travail. C'était interdit. Et puis, il y a des différentes étapes pour le droit de grève où, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas une reconnaissance. Il n'est pas marqué vous avez le droit de faire grève, mais il est dit il y a certains secteurs où on ne peut pas trop faire grève. Sous-entendu, dans les autres secteurs, en fait, vous avez le droit. Et donc, c'est certains secteurs très spécifiques qui sont vraiment indispensables pour la sécurité, tout ce qui est, voilà, il y a aussi l'armée, mais aussi tout ce qui est, je sais pas, centrale nucléaire, ce genre de choses. Enfin, des endroits qui sont vraiment, bon, à l'époque, pas en 48, mais maintenant, c'est ça qui est visé. C'est toutes voilà, des endroits où c'est interdit de faire grève, mais donc, on veut dire que pour les autres, c'est permis. Et bon, c'était permis, mais en fait, vous disiez faire la grève, mais en fait, le patron pouvait vous licencier pour avoir fait grève avant. Donc, parce que vous n'étiez pas de travailler. Et normalement, votre obligation, vous avez un contrat de travail, donc votre obligation principale, c'est de venir travailler et de produire du travail. Et le patron doit vous payer pour ça. Et donc, comme vous ne veniez pas travailler, parce que vous faisiez grève, bah, on pouvait dire que en fait, vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire, et donc vous avez fait une faute, et donc vous étiez licencié. Ça restait quand même une grosse inquiétude. Et du coup, il y a eu des procès, etc. Et tout, bon, en Belgique, il y a les tribunaux, les cours d'appel, et puis il y a une espèce de cour un peu suprême comme ça, qu'on appelle la cour de cassation, qui finalement décide est-ce que vous avez bien appliqué la loi, et on ne peut pas aller plus haut, plus ou moins. Donc, il y a eu des procès comme ça, et cette cour suprême de cassation
a d'abord dit, vous pouvez pas casser le contrat de travail parce que la personne a fait grève. Donc ça a été interdit. Maintenant, ça peut plus être un motif. Ça peut plus être une bonne raison pour casser un contrat de travail. Et puis, dans les années 80, elle a dit, et c'est là-dessus que nous, on continue à se baser, en fait, aussi, c'est dit, le droit de grève, c'est un droit fondamental et qui est individuel. Bon, pour des organisations syndicales, on sait que ça veut rien dire, un droit individuel, parce que vous allez jamais ou presque jamais faire grève tout seul, mais c'est pour dire que c'est même pas lié à un préavis de grève. C'est pas parce qu'il n'y a pas de préavis de grève que votre grève, elle n'est pas légale. Donc, il dit c'est un droit qui est possible pour chaque personne, avec ou sans syndicat, et pour toutes les raisons possibles. Donc, ça peut être des problèmes dans l'entreprise où vous travaillez, mais ça peut être aussi des raisons autres. Donc, par exemple, quand les travailleurs se battaient pour annuler cet article qui interdisait la grève, voilà, c'est une des bonnes raisons. Ça peut être aussi pour des raisons politiques. Donc, on a en fait un droit qui est hyper large grâce à cette décision de la Cour de cassation. Et vous entendez sûrement quand même souvent, enfin en tout cas avant, c'était vraiment un truc qui revenait très souvent, c'est une grève politique, donc c'est pas légitime ou c'est pas une bonne chose, ou voilà, par exemple quand il y a des grèves justement par rapport à des projets du gouvernement que les syndicats notamment veulent pas voir arriver, le premier truc qu'ils disent, oui mais c'est une grève politique. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous n'avez pas, enfin, c'est pas ça. Oui, oui, vous avez, parce qu'il y a toujours le droit de grève. Oui, vous avez le droit de grève, mais pas pour, pour la politique. Alors que non, en fait, c'est simplement vraiment mis noir sur blanc dans cette décision. J'ai vu une main qui se lève là-bas. Oui. J'ai précisé par rapport à ce que tu as dit avant, parce que moi je suis du secteur des légies, dans le nucléaire et dans le droit de faire grève. Et d'ailleurs, c'est un de nos meilleurs rapports de force qui Ange a souvent fait grève et apporté le combat de manière très efficace. Mais dans l'énergie, au niveau des centrales nucléaires, ils ont le droit de faire grève. Ils ont le droit de faire grève, mais il y a une obligation de maintenir. Tu peux pas éteindre ouais. Les cadres en général prennent les commandes, et les travailleurs font grève. Oui, tu as raison de dire ça. Ouais. Récemment, en Flandre, pour la centrale de Doel, il y a eu un accord local de service minimum, mais sinon, les travailleurs du secteur énergie dans le nucléaire ont le droit de faire grève. Ok, merci pour la précision, mais dans cet article-là, c'est pas vraiment, enfin, dans cette loi-là, c'est pas tellement qu'il n'y a pas de droit de grève, mais c'est plutôt l'obligation de garder, de faire fonctionner certains secteurs de la société parce qu'on trouve que c'est trop important. Donc voilà, je vous dis, ça c'est la base. Normalement, en Belgique, on n'a pas de loi sur la grève, ça n'existe pas, mais on a cette décision de la Cour de cassation qui est hyper importante et pour nous, c'est ça la base. Donc, un droit individuel pour n'importe quelle raison, même sans préavis de grève, etc. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des règles dans les secteurs. Hein. Donc, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre des règles dans les secteurs. Donc, par exemple, vous savez que maintenant, à la SNCB, par exemple, il y a toute une réglementation par rapport au droit de grève. Donc, il faut faire grève, donner 72 heures à l'avance, si vous faites grève ou pas. Il y a un service minimum qui est mis en place. Et ça n'a pas été... ça a été confirmé, malheureusement, comme étant légal, etc. Voilà, bon, j'ai des critiques là-dessus, mais s'il n'y a pas de réglementation dans le secteur, ce qui vaut, c'est ce que je viens de vous dire. Et puis, en fait, c'est un droit fondamental aussi de faire la grève, mais voilà, il y a les droits fondamentaux. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, plus ou moins. Que quelqu'un peut me dire un peu c'est quoi des droits fondamentaux pour vous? Oui. Expression de la parole. Ouais. La liberté d'expression, par exemple. Est-ce que vous connaissez d'autres droits fondamentaux? Le droit à la vie. Le droit à la vie, oui. Droit aux soins de santé, à l'éducation, au logement. Ouais, voilà, le droit aux soins de santé, l'éducation, les logements, c'est un peu des droits comme le droit de grève qui sont un peu spéciaux.
enfin, c'est pas vague, mais on est dans une société libérale, justement, où les droits les plus importants qu'on met en avant, c'est les droits, liberté d'expression, droit de propriété, droit d'association. Le droit au travail n'existe pas vraiment, en fait, ça n'existe pas. Donc tous les droits un peu politiques, disons. On peut pas, le droit, oui, à la vie privée, tous des droits individuels. C'est vraiment ça qui est vraiment hyper protégé. Tout ce qui est plus économique, malheureusement, c'est considéré comme des droits un peu moins. On sait un peu moins les faire appliquer. Par exemple, il y a soi-disant un droit au logement, droit au travail, etc. Mais vous pouvez pas aller au tribunal pour dire je trouve pas de logement, l'État, la Belgique viole mon droit au logement, donnez-moi un logement. Donc le droit de grève, c'est un peu, ça fait partie de ça, quoi. C'est tous les droits qui en fait nous permettent de vivre, de manger, avoir un travail, avoir un logement, avoir des soins de santé. C'est des droits qui existent. C'est pas qu'ils n'existent pas, mais voilà, ils ont une catégorie un peu spéciale où on peut pas vraiment. Si quelqu'un vous attaque et vous, par exemple, vous met dehors de votre logement, oui, mais si vous ne trouvez pas sur le marché du logement un logement, vous pouvez pas dire ah c'est un scandale mon droit au logement. Donc voilà, mais il y a quand même dans les conventions européennes des droits de l'homme, peut-être vous connaissez, ou la Constitution, c'est des textes importants où il y a des droits, nos droits qui sont écrits dedans, et normalement on peut aller au tribunal pour les faire respecter. Et là-dedans, il y a le droit de mener des négociations collectives. Ça existe quand même. Et ça fait partie du droit d'association. Et donc, quand ils ont écrit la Convention européenne des droits de l'homme, ils n'ont pas dit il y a le droit de grève, il y a le droit de négociation collective et tout. Ils ont dit il y a un droit d'association. C'est super large, c'est assez flou, mais on a fait rentrer dedans petit à petit parce que la Cour, elle reçoit des questions en fait de gens qui disent bah, mon droit a été violé. Et on a fait rentrer dedans le droit de mener des négociations collectives et aussi le droit de grève là-dedans. Mais ça reste, si on doit se baser juste là-dessus, c'est quand même hyper fragile. Donc, moi, j'aime bien la Convention européenne des droits de l'homme pour certaines choses, mais il ne faut pas trop non plus espérer pour ce qui est droit de grève, etc. Et puis, il y a la Charte sociale européenne, qui est aussi intéressante pour la grève parce que ils ont dit vraiment que on peut pas, on a le droit de négocier en tant que syndicat, mais ce droit de négocier collectivement, il n'existe pas vraiment s'il n'y a pas la possibilité de faire grève à côté. Donc, vous pouvez avoir un droit de, oui, vous avez le droit de discuter avec votre patron, il n'y a pas de souci. Mais si c'est juste le droit de parler et de discuter, mais qu'il n'y a pas derrière le droit à mettre une certaine pression, ben oui, c'est, vous savez, mieux que moi, je pense, qu'on m'a dit tout à l'heure, ce qui était hyper important, je pense que c'était Olivier qui a dit ça, c'était le rapport de force, le fait de savoir que s'il n'y a pas d'accord entre vous, ben vous ne pouvez pas examiner votre travail. Et donc ça, voilà, ça reste, c'est une chose aussi qui vaut aussi européen. Ouais, je vais pas tous vous les faire, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que la Belgique a été condamnée pour des choses que les collègues de l'ES dont ils ont parlé tout à l'heure, c'est ce que les patrons font de plus en plus, c'est d'aller au tribunal pour interdire les piquets de grève. Et la Belgique a été condamnée pour ça. Donc, il y a eu des syndicats qui sont allés à cette espèce de cours, qui n'est pas un cours, ça s'appelle Comité européen des droits sociaux, pour dire que ça n'allait pas de faire ça. Et le comité a dit, effectivement, c'est vrai, cette histoire de requête unilatérale, c'est une vraie restriction, donc vraiment une limitation du droit de grève qui est prévu. Et ça va trop loin, en gros. Ça va trop loin. Et donc, la Belgique, vous devez essayer de tout faire pour que ça s'arrête, cette pratique. Bon, entre-temps, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas hyper bien compris parce que, en fait, ça s'est accéléré. Mais juste pour vous dire que, oui,
vous avez raison de dire que ça ne va pas. Et on n'est pas les seuls à le dire. Il y a aussi un comité européen des droits sociaux qui l'a dit. Voilà. Après, ce qu'il y a, c'est entre ce qui a marqué sur le papier et ce qui se passe en pratique, c'est aussi un peu notre frustration. C'est pas toujours la même chose, quoi. Oui. C'est très bien, comme ils européen des droits sociaux, qui quelque part, c'était pas légal et qui ne pouvaient pas le faire, mais quid de la sanction? Oui, c'est ça que je dis. Vous dites comment? Bon, que dans le cadre du débat, il y en a encore. Oui, c'est ça que je dis, c'est que c'est, il y a ce qui est marqué sur papier et puis il y a le fait que en fait les tribunaux continuent à le faire et donc ils continuent à accepter ça. Et donc ça, moi j'ai pas de solution miracle, mais c'est simplement voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler et c'est pas parce que nos droits sont pas respectés qu'on doit pas continuer à dire que ça ne va pas. En fait, pour embrayer ce qu'il disait Daniel, eh ben, c'est ça aussi, justement, c'est de savoir est-ce qu'ils émettent un avis ou alors c'est contraignant. Parce que, à partir, vous êtes juriste, vous êtes bureau, là, c'est qu'on peut savoir si c'est un avis, voilà, les États est constituable, et si c'est contraignant, hein, je suppose que quand la Cour européenne de justice prend une décision, les États s'alignent parce que là, c'est contraignant. Oui, mais c'est en fait, normalement, c'est contraignant, mais c'est pas qu'il y a une armée qui va venir ici en Belgique vous dire vous n'avez pas respecté le Comité européen des droits sociaux, je sais pas, on va fermer le Premier ministre dans une pièce jusqu'à ce qu'il respecte. Enfin, il n'y a pas vraiment, contre un pays, il n'y a pas vraiment énormément de sanctions possibles. C'est-à-dire on va pas, il n'y a pas de sanctions financières vraiment. Il y a le fait qu'ils doivent venir souvent, la Belgique doit faire des rapports pour dire voilà comment j'ai appliqué vos décisions et s'ils le font pas bien, bah, ils sont un peu tapés sur les doigts. Mais ça reste, comme tous les trucs au niveau international, ça reste en général un peu faible. S'il n'y a pas derrière d'autres forces qui poussent, quoi. Mais c'est juste un outil qui nous permet de dire qu'on a une légitimité à dire que ça ne va pas. Et parfois, des juges entendent ça aussi. Et donc, ils cassent les ordonnances unilatérales qui ont été prises là-dessus aussi. Voilà. Parce que les juges, bah, c'est quand même. Ça reste des gens qui se sentent en général plus proches des patrons que des ouvriers. Et en général, ils viennent plus de ce milieu-là. Et donc, quand un patron vient tout seul sans qu'il y ait les syndicats de l'autre côté pour expliquer, il entend sa version et il est spontanément plutôt d'accord. Voilà, mais on en reparle juste après. Et voilà, au niveau de l'Organisation internationale du travail, c'est aussi c'est les Nations Unies, donc c'est pour tout le monde entier. C'est aussi de rappeler qu'il y a le droit syndical, mais que ce droit syndical, il est un peu vide s'il n'y a pas le droit de grève. Donc, il y a le droit de grève et d'organiser des réunions, c'est des éléments essentiels du droit syndical. Oui. Il y a une autre façon dont ils essayent de contourner ce droit de concertation syndicale, et on l'a abordé aussi avec le cas ING, notamment, c'est la confidentialité. C'est de dire, OK, vous avez le droit de discuter avec votre employeur, mais tout ce qui se dit ici en CE, par exemple, tout ce qu'on va dire ici, c'est confidentiel. Donc, si on le met dans une newsletter ou une affiche ou quoi que ce soit pour les affiliés ou tous les autres travailleurs de l'entreprise, tac, pareil, C'est quoi la sanction, du coup? licenciement, ils ont essayé, ouais, en tout cas, chez ING, on a obtenu gain de cause, mais c'était considéré comme une faute grave ou que ça, bref, c'était pris pour cible. C'est pris pour cible, et c'est souvent quelque chose qu'on entend dans les CE, c'est les infos sont confidentielles, hein, surtout quand il s'agit de restructuration ou de licenciement collectif. Tout est confidentiel. Il faut chaque fois se battre et insister pour dire non, c'est pas confidentiel. Et donc, je voulais. C'est prévu dans le règlement du conseil d'entreprise, c'est ça? Ou règlement d'ordre intérieur? C'est aussi ça, un peu pour ça que je pose ici maintenant, parce que si on pouvait avoir des outils très concrets pour pouvoir justement insister sur le fait que c'est pas confidentiel, au contraire, c'est même notre devoir d'informer notre base. Voilà.
Mais c'est une autre façon dont ils attaquent la possibilité de se concerter. Une autre manière de s'attaquer au travail syndical, c'est aussi d'utiliser le RGPD. Le RGPD pour ne pas nous donner des informations ou ne pas donner des informations où il y a des noms de personnes qui sont citées. On a ça tout le temps, on doit se battre avec l'employeur pour obtenir des informations complètes. Oui, ça rejoint la confidentialité, en fait. Oui, c'est vrai. Oui, oui, le RGPD est souvent effectivement mis à toutes les sauces, sauf quand il s'agit de, comme on a entendu ce matin, de donner des identités des délégués syndicaux à Deleuze. Là, apparemment, le RGPD n'est plus un problème. Mais donc, oui, par rapport aux outils concrets, j'ai pas préparé d'outils concrets spécifiquement là-dessus ce matin. Mais pour moi, voilà, il y a les droits fondamentaux du fait d'avoir des organisations syndicales qui fonctionnent correctement doit primer, à mon sens, sur des raisons de confidentialité, sauf à mettre en danger des droits des personnes spécifiques. Mais voilà, je pense que c'est intéressant, ce serait intéressant d'un peu creuser ça. En soi, moi, personnellement, j'ai jamais eu encore à traiter un dossier de licenciement sur cette base-là, donc ça m'intéresse, en fait. Mais oui, enfin, il y a des gens qui passent leur temps à essayer d'inventer des nouvelles règles pour rendre le travail syndical plus difficile, hein. Et comme on sait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont de l'argent à mettre dans des cabinets d'avocats dont le but, c'est vraiment d'essayer de se casser la tête à comment rendre le travail syndical difficile. Et voilà, et donc là, ça en fait partie aussi. Je pense que ce serait intéressant de voir comment c'était avant, à quel moment ça a été introduit, ces histoires de confidentialité. C'est quoi la base? Parce que le RGPD, il est aussi des exceptions. Donc, c'est pas non plus que ça peut permettre d'aller à l'encontre d'autres droits fondamentaux comme le droit d'association, etc. Donc c'est intéressant. Mais juste par rapport au conseil d'entreprise, j'entends qu'il y a des règles de confidentialité, mais les règles de confidentialité, ce qui est confidentiel, ce qui est dit au conseil d'entreprise est confidentiel à partir du moment où le conseil d'entreprise a décidé que c'était confidentiel. Donc l'employeur ne peut pas unilatéralement dire c'est confidentiel. C'est le conseil d'entreprise. Et le conseil d'entreprise, c'est quelque chose de paritaire. Donc voilà, et puis ils ne vont pas pouvoir à tout moment. Mais ils essayent. Si vous ne le savez pas, ils essayent. Et j'ajoute que, surtout au niveau transnational, là, c'est là que ça devient vraiment difficile, les comités d'entreprise européens. Là, c'est presque systématique. Les multinationales ont signé des fameux NDA, Non-Disclosure Agreement. Donc, les délégués sont obligés de signer ces papiers, comme quoi ils s'engagent à ne rien diffuser. Et donc, ces comités d'entreprise européens, finalement, sont des boîtes vides, sont des huis clos. Personne ne peut savoir ce qui se dit là, sauf évidemment quand c'est trop tard. Ouais, mais ça, je pense que c'est intéressant aussi au niveau européen. Des organisations syndicales ont aussi des organes européens. Ce serait bien d'avoir idéalement une position commune sur ces questions-là, quoi. Parce que c'est pas juste les délégués BEC qui vont pouvoir tout seuls, je pense, faire face à ça. Donc, je finis plus ou moins. Ah non, je finis pas du tout, en fait, qu'est-ce que je réponds? Donc, un droit, donc, je vous ai dit à quel point le droit de grève est reconnu en principe. Donc, c'est en principe un droit fondamental qui existe, qui existe pour tout le monde et qui rend réel, en fait, le droit syndical et le droit de négociation. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'autres possibilités d'attaquer le droit de grève. Et donc, il y a au niveau pénal, donc c'est-à-dire tout ce qui est criminel, entre guillemets, une possibilité d'attaquer et qui a été utilisée, c'est un article qui empêche de bloquer les routes. Vous en avez sûrement peut-être entendu parler, mais donc il y a un article 406 qui dit on ne peut pas bloquer méchamment une route. Méchamment, en gros, ça veut dire en sachant qu'on va bloquer et que ça va causer des problèmes. Et ça aussi, je pense, ça permet d'avoir des arguments parfois sur le présent. C'est au moment où ça a été discuté, l'article a eu quand même un peu des inquiétudes en disant mais quoi, c'est quoi cet article? Nous, en tant que syndicat, on doit quand même avoir
le droit de bloquer certaines choses, etc. Et le ministre, à l'époque, avait dit, ben non, ce sera jamais utilisé contre le droit de grève, les syndicats, etc. Voilà, après plusieurs années, on oublie ce genre de choses. Et donc récemment, il y a eu, au niveau de la FGTB, des condamnations pénales en appel aussi, et malheureusement, qui ont été confirmées par la Cour européenne des droits de l'homme cette année. C'est pour ça que je dis, la Cour européenne des droits de l'homme, je l'aime bien, mais pas pour le droit de grève, c'est vraiment pas une alliée. Voilà, et donc c'est des possibilités de mettre des peines de prison, en fait, pour des gens qui bloquent des routes. Euh, voilà, et donc c'est essayer de faire un peu une petite ligne du temps en disant, ben voilà, il y a des moments où le mouvement syndical est plus fort et puis des moments où c'est un peu plus difficile au niveau crise économique et tout ça. Donc dans l'histoire, ça fluctue un peu, mais donc depuis les années 90, en gros, il y a eu plusieurs moments où il y a eu des attaques au niveau pénal, vraiment, hein. Donc, je vous ai dit, il y a eu à des postes des luttes des forges de Clabec, ça remonte quand même un peu, mais c'était un moment important. Il y a eu ils ont essayé d'attaquer les syndicalistes au tribunal pour les condamner, et finalement, ils ont été acquittés. Mais il y a eu en 2016, du côté néerlandophone, le blocage du port d'Anvers, et Bart de Wever a directement appelé la police qui a arrêté Bruno Verlaert, notamment le patron de la FGTB à Anvers. Patron, on ne peut pas dire ça, je crois. Le responsable de la FGTB à Anvers. Et il a été condamné. Et on a aussi... voilà, on a perdu en appel aussi. Euh, et en 2021 et dans les années après, c'était du côté wallon cette fois-ci. Euh, des- donc, au niveau de la UGTB aussi, des condamnations. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce qu'on peut discuter vraiment, mais c'est pour avoir des petites idées que c'est possible. Et en 2022, il y a eu une grève à la prison de Lantin à Liège. Et il y a un syndicaliste qui a été condamné parce qu'il a fait brûler des palettes sur la rue. Il a été condamné parce que ça a fait un trou, ça a un peu cassé le sol, quoi. Voilà, mais à chaque fois, ça a été l'occasion aussi quand même de mobilisation, je pense, de un peu créer la conscience que, voilà, on est dans une période où, bien sûr, il va y avoir un peu des attaques, mais il faut aussi réfléchir comment est-ce qu'on fait par rapport à ça. Et puis, au niveau civil, cette fois-ci, donc c'est plus, c'est pas un risque d'avoir une peine de prison, mais c'est plutôt, euh, voilà, les tribunaux civils, c'est tout ce qui permet de respecter le droit de propriété, etc. Il y a, depuis des années, ouais, 80, 90, il y a des cabinets d'avocats patronaux qui ont commencé à développer l'idée, ah, mais est-ce qu'on testerait pas? Ok, bon, il y a le droit de grève, la Cour de cassation dit que c'est un droit qui existe pour tout le monde, etc. Comment est-ce qu'on va faire pour rendre ça quand même plus difficile? Et donc, ils se sont dit, ah, mais en fait, on pourrait dire que quand on bloque une entreprise, en fait, d'accord, c'est un droit fondamental, mais il y a quand même le droit de l'employeur à son entreprise, à faire tourner son business. Il y a le droit des gens qui ne font pas grève de quand même travailler. Est-ce qu'on n'irait pas au tribunal pour dire que il y a oui, des attaques à ces droits-là et il faut faire dégager les grévistes parce que sinon il y a vraiment un risque que il y a des gros risques qu'il y ait des dommages irréparables. Vraiment, on va créer vraiment des gros problèmes à, au droit de l'employeur. Et ils ont commencé, au début ça marchait pas trop, c'était un peu compliqué, etc. Et puis, au fur et à mesure, ça a commencé en fait, à fonctionner, surtout que c'est aussi des cabinets d'avocats et des entreprises qui écrivent beaucoup d'articles, qui font vraiment aussi une lutte au niveau juridique, quoi, d'essayer de faire rentrer ça dans la tête des juges, etc. Ils écrivent beaucoup de choses au niveau juridique, etc. Bref, donc maintenant, comment ça se passe? Mais on en a déjà parlé tout à l'heure, euh, il y a une grève qui est annoncée et... attendez, je veux juste peut-être... Ouh,
vous montre tout ce que je vais faire déjà. Il y a une grève qui est annoncée, et il y a par exemple un tract, on a eu ça avec Colruyt récemment, un tract qui est distribué, aux gens des dépôts, pour sa pression, et dans le tract, il est marqué, «On va tout bloquer, s'il ne donne pas, si le patron ne nous donne pas ce qu'on demande, ça va être, grosse action prévue, dans 2 semaines» et cetera. Donc l'employeur, par exemple, Colruyt pour ne pas le citer, va aller avec son cabinet d'avocats, il va aller chez un juge dans une procédure très spéciale qui normalement doit être jamais quasiment utilisée. Ça doit être utilisé vraiment dans des cas hyper urgents, hyper, précis. Par exemple, vous avez, votre voisin qui est en train de faire, des travaux dans sa maison avec une grue et il va casser votre maison demain. Et vous avez un gros stress en se disant: «Mais non, mais attendez, ces travaux-là, il faut que ça s'arrête tout de suite». Donc il y a quand même possibilité pour vous de pas attendre, 3 semaines, d'avoir une date au tribunal, nin. Donc vous avez le droit d'aller très, très vite chez le juge pour dire: «Il y a un danger hyper imminent là maintenant, il faut arrêter ça et j'ai pas le temps de demander à mon voisin de venir au tribunal parce que ça va prendre trop de temps, demain c'est trop tard» et cetera. Et donc le juge peut normalement dans ces cas-là, mais c'est normalement très exceptionnel, dire: «D'accord, normalement, à un procès, on est 2, je dois entendre la parole de l'un, la parole de l'autre pour me faire mon avis, mais là, c'est vraiment trop grave. OK, je n'entends pas les autres, je vous donne ce que vous voulez et on se revoit, dans quelques semaines pour, calmement rediscuter». Et donc là, les employeurs, ils disent ça. Ils viennent avec un tract en disant: «Regardez, demain, ils ont dit qu'ils allaient tout bloquer. C'est vraiment très grave parce que nous, c'est le week-end de Pâques et c'est, le moment où on fait notre tout gros chiffre d'affaires, de je sais pas quoi, où c'est la Saint-Nicolas ou j'en sais rien. Il faut vraiment, vraiment on peut pas attendre, il faut vraiment, empêcher ce piquet». Et d'ailleurs, on ne sait pas qui c'est, les gens qui vont bloquer, on les connaît pas. Et donc, comme on sait pas qui c'est et c'est vraiment, trop rapide, on peut pas leur demander de venir vous expliquer leur position. Donc voilà, donnez-nous un jugement pour dire: «On ne peut pas bloquer», et s'ils le bloquent, il faut quand même une sanction parce que une sanction, un truc sans sanction, on sait bien que ça sert à rien, donc donnez-nous une sanction si jamais ils bloquent. Et donc, les patrons repartent de chez le juge, ça va très très vite, hein, c'est en 1 heure, c'est fait. Ils repartent et ils ont un papier, un jugement qui leur dit: toute personne qui bloque le dépôt de, je sais pas, Zédic Tourmet, j'en sais rien, à telle heure, et qui veut pas dégager, devra payer une amende qui va de 500 à 1 000 euros. Voilà. Et donc tout ça, ce que je viens de vous expliquer, ça a des noms, pénibles, mais donc c'est requête unilatérale parce qu'on n'entend pas les 2. Unilatéral, c'est un seul côté, quoi, donc on n'entend pas les 2 personnes, les 2 côtés. Ordonnance, c'est juste le nom qu'on dit pour jugement, voilà, pour un on s'en fiche. Bon, là, c'est trop petit peut-être, hein, non, chez vous, ça va. Mais donc ça dépend un peu, il peut y avoir plein de ça peut aller très loin, et donc ça, c'est des exemples qu'on a pris de l'Aise, justement. Donc c'est interdire à quiconque, donc à tout le monde, d'empêcher l'accès, entre telle date et telle date, d'empêcher l'accès ou la sortie de bâtiments de l'entreprise, des sièges d'exploitation, peine d'une astreinte de 500 € par personne et par infraction. Et donc autorise la SA de l'Aise à faire expulser toute personne qui ne respecterait pas cette interdiction, et aussi tout ce qui peut bloquer l'accès, et autorise l'huissier de justice à faire appel à la force, c'est-à-dire à la police. Ça, c'est un exemple un peu type, mais qui va très loin. Donc c'est tout le monde, tous les bâtiments, sortir, rentrer, même des trucs qui bloquent, des caddies ou j'en sais rien. Tout est interdit, et il y a un huissier de justice qui peut venir avec la police. Et ça va parfois très, très loin parce qu'on a eu donc le petit truc en dessous, c'est ils disent, on ordonne à quiconque va s'opposer, donc tout le monde qui empêche, l'accès, même par intimidation. Et donc là, ça devient vraiment très, 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 très flou parce que c'est quoi une intimidation?
Donc, on a eu des huissiers de justice qui disaient le fait que vous soyez à côté du magasin et que vous donniez aux clients des petits papiers pour expliquer votre grève, en fait, c'est de la pression psychologique que vous faites aux clients et donc ça va trop loin. On vous a dit pas l'intimidation, là vous intimidez parce que vous êtes là. Voilà, ça c'est des choses qui voilà, et ça, c'est parce qu'ils testent, ils essayent, en fait, les cabinets d'avocats et les employeurs, ils font des petits tests aussi, hein. Ils essayent, ils vont chez un juge qui a pas trop le temps de lire le dossier, qui fait un copier-coller de ce qu'il demande, et on se retrouve avec des choses qui vont à chaque fois de plus en plus loin, et c'est pour ça que c'est quand même important aussi de contester ça. Pas toujours, mais d'essayer d'aller, parce qu'on peut faire appel contre ces jugements, d'aller dans une procédure où on est les deux parties et où les travailleurs peuvent aussi expliquer leur situation pour essayer de faire casser ça et qu'il y ait quand même des choses où on dit ok, mais ça on ne peut pas quand même. Voilà, on essaye à chaque fois de rappeler en fait c'est quoi les principes. Mais il y a une... Tu voulais dire quelque chose? C'est juste pour le terme d'intimidation. Par quel moment on peut décrire le thème l'intimidation C'est pas que c'est- en cas de grève? Oui, mais c'est ça. Et donc, c'est pour ça que ça, on dit ça ne va pas. Je veux dire, on peut pas laisser, c'est des droits fondamentaux qu'on est en train d'imiter. On peut pas laisser à l'appréciation du huissier de justice, parce qu'en fait, c'est ça. On demande au huissier de justice, c'est lui qui va dire si vous avez respecté le jugement ou pas. Donc, c'est lui qui va devoir dire est-ce que vous avez intimidé ou pas. Et donc, en fonction de qui il va dire bah, ça, c'est de l'intimidation, ça, c'est pas. Il y en a un qui va dire c'est seulement si tu cries. Et il y en a un autre qui va dire c'est seulement si tu insultes. Il y en a un autre qui va dire bah, le fait que vous soyez à 3, là, à côté de l'entrée du magasin, c'est quand même un peu intimidant. Donc voilà, ça dépend. Et donc c'est pour ça qu'on dit ça, en fait, ça va trop loin. Et ça, on a gagné quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. On peut pas. Quand déjà, on est contre le principe de base, mais alors, si vous interdisez des choses, il faut interdire des trucs concrets, qu'on puisse vraiment. Voilà, qui ne soit pas l'interprétation de quelqu'un. Mais donc. euh, voilà, ça c'est d'autres choses pour vous dire que voilà, et ce qu'ils essayent de faire dire, c'est que le droit de grève, c'est pas le droit de faire des piquets de grève, alors qu'en fait, c'est un des moyens de la grève. Que plaquer, c'est un acte de violence, parce que c'est ça aussi qu'ils doivent essayer de dire, c'est il va y avoir de la violence, parce que, et c'est pour ça qu'ils vont tellement vite chez le juge, c'est pour dire, ben en fait, il y a de la violence, on sait pas, c'est des gens incontrôlés, puis ils jouent un peu sur cette image du syndicaliste très énervé, etc. Euh, Il y a des choses où, voilà, des juges qui vont dire que l'intérêt de Deleuze à faire fonctionner son entreprise, c'est plus important que l'intérêt du personnel à un droit de grève étendu. Donc voilà, ils décident quoi, que c'est plus important. Et donc, c'était pour mettre un peu en lien avec ce que j'ai dit au tout début de l'interdiction du droit de grève au 19e siècle. Ça rappelle un peu ça. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas intimider, faire commettre des violences, des injures, des menaces, etc. Ça ressemble un peu à ce qu'on retrouve maintenant dans les jugements. Euh, voilà, c'est pas pour dire. Enfin, je suis un peu inquiète de vous accabler hein, avec ce que je raconte. Donc, je veux pas non plus dire que c'est pas possible de faire des choses. C'est simplement, je pense qu'il faut être un peu au clair avec c'est quoi une ordonnance, c'est quoi, qu'est-ce qui est possible, et s'y préparer, en fait, quand on fait grève, c'est-à-dire de savoir que ça peut se passer et que c'est pas dans tous les secteurs, parce que par exemple, dans le secteur public, bah, ça se prête pas trop, mais par exemple, à la SNCB, on l'a quand même vu. Enfin, ça dépend un peu des secteurs, etc. Mais je pense que c'est important de ne pas être paralysé par ça, de juste apprendre que ça existe et apprendre à comment voilà, le faire autrement. Parce qu'à la Poste, par exemple, à Bipost, ils ont récemment, vous avez entendu qu'ils ont fait grève quand même pendant pas mal de temps. Il y a eu aussi des ordonnances pour interdire de bloquer les camions, etc. Mais en fait, la plupart des gens ne travaillaient pas. Et si, ça n'empêche pas les gens de faire grève et de ne pas travailler. Alors, on sait bien que bloquer une entreprise, c'est justement parce qu'il y a toujours des gens qui sont plus de pression, qui pensent à leur crédit, qui se disent j'ai pas le moyen de faire de grève et tout. Mais si la majorité des gens font grève, ben, qu'il y ait ordonnance ou pas ordonnance, ça n'empêche pas. Voilà. Est-ce que vous avez la solution? Parce que si on ne sait plus faire une grève, donc,
Mais moi, je dis qu'il y a encore moyen de faire des piquets de grève. Ça, c'est ma position. Mais que ça demande de la préparation syndicale et ça demande de réfléchir à l'avance comment on va réagir et pas se retrouver là le jour même, parce que c'est impressionnant de voir des policiers qui arrivent et un huissier de justice qui a son petit air d'huissier de justice et qui vient avec sa petite cravate et son petit papier là. Et ça demande juste de la préparation et de se dire, OK, qui va aller parler à l'huissier de justice? Comment on fait pour gagner du temps? Parce qu'aussi, c'est possible aussi, hein, enfin, nous, on était aussi à Zélic quand il y avait les blocages des dépôts de lèse. Enfin, je dis pas que c'est que nous, mais il y avait vraiment, on a parlé pendant longtemps avec l'huissier de justice. Ouais, c'était pas moi d'ailleurs, c'était une de mes collègues. Longtemps, longtemps, longtemps. Et on lui parle de ses enfants et comment ça va. Et mais c'est quand même un peu dommage, on arrivait là quand même. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, etc. Est-ce qu'on pourrait pas, voilà, on fait pas vraiment de mal. Est-ce qu'on peut attendre un peu, etc. Donc il y a aussi, mais c'est pas juridique ce que je vous dis là, hein, mais il y a aussi des techniques un peu pour gagner du temps. Où on dit bon, écoutez, est-ce que vous êtes d'accord si on fait ça pendant 2 heures et puis qu'on s'en va, ou alors, enfin voilà. Oui. Par exemple, on disait, excuse-moi, oui. Par exemple, on disait, ben, on sort tout bien. Non, non, toutes les heures, on laisse passer un camion. Ouais, tu vois. Mais est-ce qu'on a un accord avec policier et qu'il est, on laissait passer 1 heure, et puis on n'a pas les 2 heures comme entre un autre, tu vois. Donc, on gagnait du temps. C'est tactique, quoi. Un peu dépend maintenant. Si maintenant c'est pour le personnel qui rentre pas, on peut aussi s'en demander et aussi. Vous pouvez aussi changer, enfin avoir une première équipe qui vient 1 heure et puis des autres syndicalistes qui viennent une deuxième heure. Enfin, il y a aussi possibilité de, voilà, de. Oui. Si le métier arrive, qu'il nous dise de partir, on s'en marre, puis dès qu'il s'en marre, on revient. Ça, c'est aussi une autre technique. Voilà. Mais on, on, on peut faire une petite pause maintenant parce que là, on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet, mais je vous ai pas encore parlé de ce que prévoit le gouvernement. Donc, je sais pas ce que vous préférez en fait. Est-ce que vous voulez, on fait une pause quand même maintenant, un petit peu quand même. Je pense que c'est pas mal pour 5-10 minutes pour. Pour Doxalox. On va aller prendre l'air, j'allais dire, mais c'est comme vous voulez. Donc, voilà, je voulais passer un peu en revue les mesures Enfin, il n'y a pas encore de mesures, mais le programme, disons, le projet du gouvernement fédéral pour ce qui concerne les syndicats et le droit de grève. Donc, j'ai pris ce tweet du MR parce que c'était un bon résumé, je trouve. Voilà. Parce qu'en gros, je voulais peut-être un peu vous entendre là-dessus, mais c'est donc l'immunité syndicale, c'est terminé. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. On ne peut pas vouloir revendiquer et ne jamais assumer. C'est la raison pour laquelle la responsabilité juridique et la transparence financière au niveau des syndicats seront restaurées. Pas parce que nous sommes contre les syndicats, mais parce que personne ne doit être au-dessus des lois. Parce qu'il n'est pas normal que dans un État, certains s'arrogent des privilèges. Parce qu'il n'est pas normal que des gens non élus veuillent décider à la place des élus. Nous sommes profondément attachés au droit de grève, bien sûr, mais ce droit de grève ne peut pas être un droit à séquestrer, à empêcher des gens qui le souhaitent de se déplacer ou de travailler. Le service garanti sera renforcé. Voilà. Donc c'est quand même un peu le programme que je vais vous expliquer après, mais donc ça reprend quand même une grande partie de ce qui est dans l'accord de gouvernement. Qu'est-ce que ça vous dit quand on dit les syndicats doivent pas être au-dessus des lois? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Enfin, est-ce que vous... C'est qu'on est hors la loi, c'est ça qui veut dire. Ouais, qu'on peut jamais vous attaquer. Vous avez... Qui de doux parce qu'on sait, quoi. Ouais, mais moi, je trouve simplement sur une chose. On est élu, hein. Parce que dans ces deux idées, on est élu. Hein. T'es après, c'est pas vrai dans le privé, pas dans le public. Oui, ben, mais d'accord, mais on est élu.
repartis, ils sont élus. Donc, il ne peut pas en faire une générale. Oui, mais en fait, c'est pas bon. Ceci dit, ça vient d'un non-élu. Hein. Oui, voilà. Qui veut dire légitime parce que c'est pas étant. Je vois ça lit directement l'étude de Réveil. sur le- Ouais. Mais la personnalité vraie, c'est intéressant. Et c'est dommage. Mais que vous pouvez un peu expliquer, c'est quoi la personnalité je Ben, ça veut dire que dès qu'il y aura des dégâts, mais que ça veut dire en orteil, les bombes, ça causer, ça que vous reposez les affaires. Mais pour venir la essayer de, on a une responsabilité comme une personne morale. Ça, donc ça veut dire que les syndicats, pour l'instant, ne sont pas une société, sont pas une ASBL dans la plupart des cas. Euh, et donc, quand on veut attaquer un syndicat, c'est pas comment on doit faire. Parce qu'en fait, il y a, le syndicat n'est pas une personne. Donc, voilà, il y a possibilité au tribunal de citer les membres du bureau, par exemple, mais il n'y a pas de... Oui. On peut pas... Enfin, c'est une organisation, mais pas officiellement avec ce qu'on appelle une personnalité juridique. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas, oui, attaquer le syndicat, enfin, aller chercher, demander de l'argent au syndicat, à la FGTB, disons, en tant qu'FGTB, sauf bref, pour des contrats de travail, ce genre de choses. Mais ça va être quelque chose qui va, à mon avis, revenir beaucoup dans l'idée, justement, que les syndicats sont au-dessus des lois. C'est la partie immergée de l'iceberg, ça, parce que leur but, c'est de connaître les comptes des syndicats et de savoir ce qu'ils ont comme caisse de grève pour pouvoir savoir combien de temps ils peuvent payer en payant les règles payants. Il faut l'avoir pour syndicat sous contrôle. Ouais, c'est ça. C'est d'abord le syndicat sous contrôle et votre collègue ici qui connaît un peu les Britanniques, c'est que voilà, c'est fait partie des choses qui ont été faites en Angleterre, par exemple. Euh, c'est donc dans les années 80, il y a eu c'était vraiment l'ultralibéralisme, Margaret Thatcher et compagnie qui sont arrivés. Et une de leurs premières mesures, ça a été effectivement de mettre au pas les syndicats en instaurant un droit de grève super strict avec des règles très compliquées où les gens doivent voter, il faut un certain pourcentage de vote pour pouvoir faire grève, etc. Mais aussi de pouvoir contrôler au niveau financier les syndicats. Mais donc, je vais passer juste quelques trucs. Tout ça se trouve dans l'accord de gouvernement. Donc, il y a un premier point sur le droit de grève, clarifier le droit de grève. Nous demandons aux partenaires sociaux de clarifier l'exercice du droit de grève jusqu'à à la fin de l'année, quoi, en actualisant les principes convenus dans l'accord des partenaires sociaux de 2002. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce truc de accord des partenaires sociaux, gentleman's agreement, ça vous dit un truc? Non, en fait, c'est parce qu'il est juste pas respecté, c'est-à-dire. Donc, Par l'eau, j'imagine. ben, surtout par l'un des deux, je dirais. Parce que donc c'est un accord qui avait été conclu au niveau national entre les représentants des syndicats et des employeurs. Ils ont fait comme une sorte d'accord entre eux en disant les employeurs s'engagent, décident, acceptent de ne pas aller au tribunal pour tout ce que je vous ai expliqué juste avant la pause, donc de ne pas utiliser les requêtes unilatérales. Donc, ils se sont engagés à faire ça. Et les syndicats, de l'autre côté, se sont engagés à ne pas recourir à la violence et à respecter au maximum des préavis de grève, etc. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai quand même l'impression qu'il y en a un des deux qui a moins bien respecté l'accord que l'autre. Mais donc, voilà, ça, c'est l'accord qui est, quand il parle de ça, c'est ça. Et donc, ils disent, ben voilà, ça, c'est plus ou moins l'accord qui avait été trouvé sur comment est-ce qu'on fait grève en Belgique. Et donc, ils veulent clarifier ça. En fait, c'est assez clair ce qu'il y a dans cet accord. C'est juste qu'il n'est pas respecté. Mais je pense pas que c'est un problème de clarification. Il y a eu un accord, sauf qu'il n'était pas respecté. Et donc, maintenant, les employeurs espèrent pouvoir avoir un accord meilleur pour eux. Donc,
C'est ça que ça veut dire. Donc, il va y avoir, on dit aux partenaires sociaux que vous devez discuter pendant 2025. Et si vous n'arrivez pas euh, il y a toujours un peu cette menace de si vous y arrivez pas, le gouvernement va s'en occuper. Et puis, ils disent leur vision du droit de grève qui doit être garanti tout en respectant les droits et libertés des autres ainsi que l'ordre public. Donc, droits et libertés des autres, ça fait peut-être penser à ce qu'on a lu juste avant, c'est le droit de travailler, la liberté de commerce, etc. Est-ce qu'on peut insister un petit peu sur cette notion, selon moi, fasciste, de droit de travailler ou droit au travail, parce qu'on vient encore de voir donc Trump hier ou avant-hier déposer un projet de loi de droit au travail. Apparemment, c'est pas nouveau pour l'extrême droite américaine de vouloir inscrire ça dans la législation. J'ai retrouvé, enfin bon, c'est pas moi qui ai retrouvé, mais il y a justement des posts sur les réseaux sociaux américains progressistes de Martin Luther King dans les années 60, qui dit déjà ce droit au travail, c'est un truc bidon, ça n'existe pas, c'est juste une tentative d'entraver le syndicalisme, d'entraver notre droit à la grève, à tout ce dont on a parlé. Parce que d'ailleurs, je mentionne ça parce que c'est rigolo, parce que justement, sur la façade du NR, Ils ont repris Martin Luther King. c'est pour ça que je me permets quand même de le dire. Mais donc, je pense que ce concept de droit au travail, c'est quelque chose qu'on va entendre de plus en plus. Probablement le 31 mars, ça va revenir, ils vont remettre une couche, surtout justement dans le contexte du Trumpisme. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre concrètement à quelqu'un qui... J'ai encore un employeur récemment qui disait « Oui, bien sûr, le droit de grève, mais il y a aussi le droit du travail. » Et ils mettent ça sur un pied d'égalité, que si on parlait de la même chose, qu'est-ce qu'on peut leur répondre concrètement pour... parer à toi. Pour parer. Peut-être que dans la salle, il y a quelqu'un qui a une bonne expérience pour répondre à ça. Parlez dans le micro aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une bonne expérience pour répondre à ça, peut-être? Effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent. Enfin, souvent, oui, revient. Oui. Là-dessus, mais c'est quand même aberrant parce que à la base, le droit au travail était une revendication de gauche initiale. C'est-à-dire que les syndicats demandaient à ce que l'État offre du travail à ses citoyens. Et la droite a une tendance à récupérer en fait des revendications de gauche et les retourner à leur sens. Et maintenant, ils utilisent le droit du travail pour contrer les grèves. Ouais, mais je pense que ça peut déjà être une réponse aussi. C'est de dire oui, moi aussi, je veux le droit au travail. Je veux que tout le monde ait un travail. Mais Automatique et bonne du travail, voilà, ça c'est une revendication. après, moi, je veux bien qu'on me montre une loi où il est marqué qu'on a le droit au travail. Moi, ça m'intéresse, mais j'ai pas encore trouvé. En tout cas, Pas juridique, alors. il n'y a pas de base juridique pour le droit au travail. Et enfin, on peut dire aux personnes qui disent ça, ben ok, la prochaine fois que si tu es au chômage, va réclamer ton droit au travail et on verra bien à qui tu vas aller réclamer. Mais c'est sûr que que c'est difficile parce que c'est tellement rabâché que ça rentre, les gens sont énervés et voilà, c'est comme nous on a fait la procédure contre le service minimum à la SNCB à l'époque. C'était pas une grande réussite comme vous pouvez le constater, mais donc il y a eu la Cour constitutionnelle qui a parlé du droit à la mobilité. Voilà, je ne sais pas non plus où elle a trouvé cette base pour le droit à la mobilité, mais donc voilà, c'est une façon de mettre en balance, soi-disant, toujours entre le droit grève et le droit des autres. Là, juridiquement, il n'y a pas de droit au travail, mais je ne crois pas que ça convainc les gens. Si on leur dit juridiquement, il n'y a pas de droit au travail, c'est plutôt de dire, en fait, si on fait grève, c'est pour que on ait tous soit un travail, soit des bonnes conditions de travail. Et essayons de ne pas nous diviser, mais oui. Moi, je veux revenir en fait pour le droit de travail, justement. Quand les patrons sont là, en tant que bon père de famille, on est là pour vous. Justement,
c'est parce qu'il y a un malaise qui fait grève. On ne peut pas grève parce qu'on a envie de faire grève. Le problème, il n'est pas là. On doit bien réfléchir nous-mêmes en disant il y a un souci quelque part. C'est pour ça que ces gens-là, des personnes, font grève, logiquement. Oui, et voilà, vous perdez aussi votre rémunération, donc ce jour-là, hein, vous n'êtes pas payé. Donc, c'est pas non plus que c'est un plaisir, voilà. Mais donc oui, je pense que c'est des choses, il faut vraiment s'entraîner entre soi, en vue de la grève, de répondre à certaines choses, comme s'entraîner si jamais il y a des requêtes unilatérales. En général, pour un jour de grève, il y a pas ce genre de choses. C'est plutôt quand l'entreprise voit que ça va durer un peu la grève qu'ils doivent quand même payer leur avocat et tout. Mais je crois que c'est des choses qui doivent, oui, se préparer, essayer de trouver c'est quoi les bons arguments qui marchent dans votre secteur pour contrer C'est top. Mais voilà, c'est important ce qu'il y a à dire. Ce qu'il faut savoir, c'est pouvoir argumenter sur le fait du pourquoi on est là. Ça, c'est important. Donc, quand on évoque le travail, c'est expliquer pourquoi on est là, ce pourquoi on fait la grève et ce que ça pourrait amener justement par rapport au fait de pouvoir travailler de manière d'espoir, par exemple. Mais c'est paradoxal de dire que le droit au travail n'existe pas dans la loi, mais les juges vont quelque part, dans le cadre d'une requête unilatérale, se prononcer sur base du fait que les gens ont droit au travail parce que sinon ils ont peine de rémunération et à ce moment-là, peine de rémunération ne savent plus nourrir leur famille. Donc, quelque part, il y a un danger que les gens ne sachent plus nourrir leur famille parce qu'ils ne peuvent pas rentrer travailler et donc ils vont se prononcer. Et donc, c'est quand même paradoxal que ça n'existe pas au niveau de la loi, mais qu'ils vont l'employer pour argumenter quelque part le fait d'avoir des requêtes unilatérales. Je peux me tromper, hein, mais en tout cas, moi je pense que c'était. Oui, oui. Mais voilà, c'est aussi vraiment le travail qui est fait depuis longtemps par les entreprises et par tous voilà, les gens qui les aident, etc. C'est les idées, elles avancent petit à petit, elles se mettent dans la tête des gens et à la fin, on ne sait plus très bien comment on est arrivé là, mais voilà. Mais donc, oui, eux, en fait, les juges disent, en gros, oui, il y a des gens qui ont des contrats de travail et on ne peut pas les empêcher d'aller gagner leur rémunération, etc. Et voilà, mais c'est pas légalement. Enfin, il y a pas il y a jamais une note de bas de page qui renvoie à c'est prévu dans telle législation, donc c'est oui, un peu problématique. J'aurais une Oui, question. Je trouve quand même un peu fort du MR de nous sortir des trucs sur une personnalité juridique des syndicats, alors que les partis, quelle est leur personnalité? voilà, je pense que c'est une bonne réponse. Voilà, et si on parle de privilèges, je pense qu'ils savent aussi ce que seraient les privilèges en ce qui les concerne, mais voilà. Donc, comme on a dit, personnalité juridique, ça c'est un deuxième point. Donc, ils disent on va garantir la protection juridique des syndicats pour les manifestations et les grèves avec un préavis de grève ou le rôle dans les entreprises, pour que chaque organisation puisse continuer à exercer son rôle historique. Donc, quand on lit ça vite, on se dit ah oui, ok, ils vont garantir la protection des syndicats, très bien. Sauf que, voilà, ils disent ok, vous pouvez faire. On va protéger, on va pas attaquer les syndicats pour des grèves avec préavis ou le rôle dans les entreprises, ça, c'est pas hyper clair ce que ça veut dire. Mais donc, avec préavis de grève, ils ajoutent en fait une obligation. Il y a jamais nulle part marqué vous avez le droit de faire grève seulement si vous déposez un préavis de grève. Comme je vous ai dit, sauf parfois, dans les secteurs, il y a des CCT qui ont été conclus où il y a vous devez déposer un tel préavis ou bien il y a des obligations à remplir. Mais sinon, la plupart des grèves, en fait, ont lieu sans préavis de grève. Voilà, c'est comme ça. C'est que les grèves, elles font aussi suite à un événement qui s'est passé, une colère, etc. Et donc, dire qu'on ne va pas les attaquer pour les grèves avec préavis de grève, c'est vraiment déjà refaire une division, quoi, une hiérarchie et ajouter une loi qui n'existe pas. Donc, c'est quand même intéressant. Et voilà, ils te disent, mais bon, c'est toujours des façons d'écrire, on n'est jamais très sûr de ce qu'on lit, mais pour leurs actions comme prestataires de services ou organisateurs d'autres activités, mais en fait, ils disent les syndicats, donc c'est très bizarre. Elles sont soumises aux règles habituelles de transparence financière et de responsabilité juridique. Mais donc,
voilà, c'est de dire, en fait, les syndicats sont prestataires de services, parfois pour tout ce qui est paiement d'allocation de chômage, mais ils disent aussi organisateurs d'autres activités. Donc, je ne sais pas s'ils disent la grève, c'est une activité, j'en sais rien. Mais donc, dans les deux cas, c'est responsabilité juridique. Ça veut dire, comme on a dit, s'il y a des dommages, par exemple, vous faites une grève et il y a quelque chose qui est cassé pendant la grève, ou même que, par exemple, Colruyt dit, il nous avait menacé de ça la dernière fois, dit qu'en fait la grève sans préavis leur a fait perdre des centaines de milliers d'euros. Ben, si on va loin, on peut se dire, ok, une grève sans préavis qui a causé en fait un dommage économique à l'employeur, peut-être ils vont venir vous réclamer ça au tribunal. Et même s'ils perdent, en fait, les syndicats vont se retrouver embarqués dans des procédures juridiques qui vont durer pendant des années, à devoir mettre plein d'argent là-dedans, etc. Donc c'est aussi, même si à la fin on gagne pas, bah oui, ça ralentit le travail syndical, ça met de l'argent là-dedans au lieu de le mettre ailleurs, etc., etc. Donc c'est aussi une façon de rendre plus difficile le travail syndical. Bon, ces histoires de personnalité juridique, c'est une petite touche peut-être positive, optimiste, j'en sais rien. C'était déjà prévu il y a 10 ans dans l'accord de gouvernement. Tout ce qui est marqué ici ne va pas forcément se faire, mais ça dépendra aussi des réactions qui ont lieu. Mais voilà, c'est juste pour dire c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, cette histoire de personnalité juridique. Et à chaque fois, on essaie jusqu'à ce qu'on espère que ça passe. Mais... Dans le poste que vous avez montré, oui, celui-là. Déjà, de nous faire il y a une thèse, je comprends ces termes et on remplace ce mot sanitaire par MR, par parti politique. Et là, en fait, On reprendrait le truc et on l'inverse, on le renvoie. et là, les gens se réfléchissent un peu en disant tiens, c'est vrai que. Ah, je sais pas, parce que lui. Très bonne idée. C'est une bonne idée. Alors, donc on a dit clarifier le droit de grève, personnalité juridique des syndicats. Dans la même phrase, il y a la transparence financière. Donc ça, c'est comme tu avais dit là, dans le fond, par rapport à transparence financière, ça a l'air aussi bien. Parce que on se dit, bah oui, tout le monde, on peut pas magouiller avec l'argent, etc. Mais en fait, ça veut dire transparence financière, c'est justement de montrer combien qu'on a dans la caisse. Et en fait, déjà, ça ne les regarde pas parce qu'en fait, c'est pas qu'on va demander à toutes les entreprises privées d'avoir une transparence dans leurs comptes. Ça n'existe pas, ça, en fait. C'est aussi pour voir combien de temps vous pouvez tenir d'une grève, combien de primes syndicales vous pouvez payer, combien de... Voilà. C'est des choses comme ça. Mais donc, ils disent la Cour des comptes vérifie si les comptes publics sont utilisés de manière correcte et efficace. Oui, merci. Dans ce cadre, les fonds publics donnés aux institutions, donc pour les syndicats, pour tout ce qui est sécurité sociale, doivent être examinés. Donc, ils disent que c'est les syndicats ou les mutuelles pour ce qui concerne le paiement d'allocation, en fait. Mais on imagine bien que ça implique en fait de regarder plus largement les comptes parce que c'est pas non plus si clair de faire la distinction. Ben voilà, ça reste encore flou, mais c'est quand même quelque chose qu'ils veulent mettre en avant. Alors, ça c'était, il y a aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, les dernières années, il y a eu des mobilisations contre un projet de loi qui s'appelait, eux ils disent loi anti-casseurs. Voilà, oui, c'était l'année dernière. Donc, c'est la possibilité de pouvoir exclure de manifestations des gens qui sont condamnés au pénal pour ouais, vandalisme notamment. Donc, c'est rajouter une peine que les juges vont pouvoir donner. Et donc, ça, ils disent, bah oui, c'est juste pour les casseurs, vous avez rien à craindre, vous êtes des gentils manifestants, il n'y a pas de problème, ça ne va jamais vous toucher, etc. C'est peut-être vrai au début, quoique après on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va commencer à pénaliser en fait dans une manifestation, voilà, jusqu'où ça va aller, mais aussi en fait c'est surtout qu'on voit dans les autres pays aussi comment ça s'est passé, notamment en France, ça a commencé un peu comme ça, des possibilités de
de mettre des peines à des manifestants. Et puis, il y a eu petit à petit tout ce qui est, comment on dit, interdiction de manifester plus largement. Donc, il y a des gens qui doivent rester chez eux le jour des manifestations parce qu'ils sont fichés sur des listes de radicaux, etc. Et donc, il y avait eu ça pendant les sommets pour le climat et les sommets européens, mais aussi quand il y avait eu en France la COP pour le climat, il y avait vraiment des centaines de gens qui ne pouvaient pas sortir de chez eux, en fait, parce qu'ils étaient soi-disant des radicaux au niveau environnement, etc. Donc voilà, c'est simplement de se dire, ça, en fait, ça a l'air pas très grave, ça a l'air juste pas pour vous, parce qu'en fait, vous cassez rien dans les manifestations, mais c'est une première étape, et c'est pour ça qu'en fait, les syndicats et des autres, il y avait Amnesty International, Greenpeace et d'autres, sont vraiment mobilisés hyper fort contre cette loi. Donc ça revient. Mais c'est pas pour ça que ça va passer non plus. Et voilà, on en a un peu parlé, mais il y a aussi la protection des syndicalistes qui, eux, ils disent donc qu'ils vont pas toucher à la protection en général, mais pour les candidats non élus, donc les candidats sur les listes, il y a quand même une modification. Et ils disent qu'ils veulent réduire la protection à 6 mois. Bon, après, c'est pas hyper clair pourquoi est-ce qu'ils parlent de 2 ans alors que c'est pas 2 ans normalement. Mais donc, voilà, c'est à mon avis une erreur, mais voilà, en tout cas, ils disent réduit à 2 mois, à 6 mois, pardon. Mon avis, ils se sont trempés dans le 2, mais voilà, je sais pas. En tout cas, c'est le texte, c'est un copier-coller du texte. Donc voilà. Mais donc, c'est de dire, bah oui, les candidats, il n'y a pas vraiment besoin de les protéger. Sous-entendu, toujours, ben, ils se mettent sur les listes juste pour être protégés. Je pense qu'on a eu quand même beaucoup de témoignages ce matin de gens qui disaient, oui, déjà, quand on se met sur la liste, on a des remarques, des intimidations, etc. On sait bien que si c'était tellement facile, il y aurait plein de gens candidats aux élections sociales, mais je crois que c'est pas vraiment le cas partout. Mais voilà, donc ça, c'est une des propositions. Et puis, ils veulent aussi limiter l'indemnité de préavis à 52 semaines maximum. Ça, je ne l'ai pas mis dedans, mais ils disent aussi on limite le nombre d'indemnités spéciales qui peuvent être obtenues, parce que parfois, quand on se fait licencier, on a la protection comme délégué, mais on peut aussi avoir un peu plus pour discrimination. Il y a aussi des indemnités spéciales si c'est un licenciement discriminatoire au tribunal. Il y a des choses qui se rajoutent pour le harcèlement. Si on trouve que en fait, le licenciement, c'était une forme de harcèlement, il y a encore des indemnités en plus qui peuvent se rajouter. Donc, j'ai l'impression que ce qu'ils veulent dire, c'est qu'on ne va plus pouvoir trop cumuler tout ça, tu vois. Moi, ça me rend aussi, c'est dans le cadre d'une loi Renault, par exemple. Dans une loi Renault, il y a le cadre légal, et puis après, on va aller négocier un plan social aussi. Est-ce qu'au niveau des plans sociaux, ça va pas aussi militer dans notre négociation et de dire, voilà, il y a ce que prévoit la loi et il n'y a pas d'indemnité spéciale. Hein. Donc, Oui, peut-être. Mais voilà, donc ça reste aussi une possibilité, enfin un projet. Et puis voilà, fondamentalement, en fait, c'est la concertation sociale, c'est quelque chose, comme vous êtes des gens non élus qui essayez de prendre la place des élus, ben, ça ne va pas. Donc l'idée, c'est de vraiment cadenasser. Bon, ils veulent déjà limiter le nombre de commissions paritaires, donc regrouper beaucoup de secteurs ensemble, mais il y a aussi toute cette idée que si la concertation sociale n'aboutit pas, c'est le gouvernement qui va décider dans le respect de la marge budgétaire. Donc, il n'est pas question de commencer à faire des accords qui coûtent trop cher, etc. Et dans le respect du principe du processus décisionnel démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire, on sait. Voilà. Oui, voilà. Et les accords entre les partenaires sociaux, ils vont quand même être évalués par rapport à ce que ça coûte, soi-disant. Donc aussi, les accords entre les partenaires sociaux qui influencent les revenus ou les dépenses du gouvernement seront évalués
par rapport au parcours budgétaire, etc. Comme vous savez, il y a des volontés de couper dans beaucoup enfin, pour des raisons budgétaires, de couper dans beaucoup de services publics, etc. Voilà. Mais donc, tout ça, c'est des projets. Ça ne veut pas forcément dire que ça va vraiment se passer. Mais c'est en tout cas ce qu'ils trouveraient bien qui se passe. Voilà, donc ça, je voulais quand même faire un petit point. Enfin, vous m'aviez demandé en fait de le faire, donc je l'ai fait. Après, on a déjà parlé. Bon, j'avais une petite vidéo, mais en fait, on a eu ce matin en live les témoignages, donc c'est pas nécessaire à mon avis. Et on a déjà parlé un peu de l'ordonnance, enfin, tout à l'heure avant la pause des ordonnances unilatérales. Voilà, je voulais voir un peu avec vous si vous aviez des questions concrètes sur les piquets de grève. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà fait grève. Oui. On a fait grève un jour, je ne sais pas, moi. Oui. Juste pour revenir par rapport à ce que Leïla nous a expliqué, merci beaucoup d'avoir pris l'analyse de la note au gouvernement. Tout ça, et elle l'avait expliqué, ça fait des années que ces attaques elles sont prévues. Et je pense que le premier accord était encore pire. Grâce aux mobilisations qui ont été menées par vous, par les syndicats, on a pu un peu atténuer, mais il reste encore énormément de travail à faire. Et donc, c'est pour ça qu'on avait demandé à Leïla une partie maintenant de lutte. Parce que vous allez agir, peut-être le 31, il y a un mot d'ordre, c'est grève générale. On veut bloquer l'accord du gouvernement. On lance des grosses mobilisations. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on s'arme juridiquement, parce que politiquement, vous avez les arguments, on l'a dit ici maintenant, de savoir comment on se bat au mieux. Mais c'est pour ça que cette partie, on l'avait demandé à Leïla de vous fournir les détails. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions. Peut-être qu'il y en a, c'est la première fois que vous allez organiser un piquet. Et c'était vraiment pas, c'est le but que ce soit bien participatif et super collaboratif. Par exemple, dans tout ce qui s'étouffe, demain, il y a un huissier, mais c'est le directeur général, il y a un huissier qualifié, ce qu'on pouvait faire. Je pense que la question, on va les poser maintenant. Tout, c'est marqué sur le petit papier qui est là, mais c'est la porte d'état pour dire. Un barrage filtrant, est-ce que ça peut être considéré comme Normalement pas, parce que c'est pas, ça bloque. Enfin, un piquet, il n'y a pas de définition du piquet. Un piquet, ça peut être juste mettre des chaises devant l'entreprise et sensibiliser des gens qui rentrent. C'est déjà un piquet de grève. Mais un piquet bloquant, il y a différentes façons de le faire. Et donc, c'est vrai que le filtrant, c'est-à-dire faire rentrer petit à petit, super lentement, ralentir, etc., c'est une bonne... Moi, je dirais, il ne faut pas se mettre des limites à l'avance. C'est-à-dire que vous ne devez pas, en soi, penser, on va peut-être avoir une ordonnance, donc on va déjà se limiter à l'avance sur ce qu'on veut faire. Donc, je pense que c'est, OK, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous avez la force de faire? Parce que c'est évidemment en fonction des gens que vous avez. Vous ne pouvez pas décider, on va fermer toute l'entreprise si vous êtes à 10. Donc, c'est en fonction de ça, vous savez mieux que moi. Mais donc, en fonction de ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et puis, se préparer si jamais il y a avoir des plans B, si jamais vous avez des difficultés. Donc, je pense qu'un piquet filtrant, c'est toujours une bonne comment dire, alternative, parce qu'on ne peut pas vous dire que vous avez bloqué parce que vous laissez passer, mais vous le laissez passer un peu doucement. Après, c'est sûr que si vous vous trouvez face à un huissier de justice qui vous dit « Ah, mais moi j'ai un jugement qui dit que les piquets filtrants sont interdits » ou qui interprète le blocage de façon super large en disant « Si, si, vous êtes en train de bloquer ». Moi, je pense que voilà, là, ça reste une discussion avec un être humain, mais aussi se préparer à l'avance. Qu'est-ce que le syndicat vous a dit? Est-ce que vous avez le droit de prendre une amende ou pas? Est-ce que moi, je trouve toujours intéressant qu'au moins une personne donne sa carte d'identité pour recevoir le jugement. Parce que après, on peut décider qu'est-ce qu'on fait avec ce jugement. Est-ce qu'on va l'attaquer ou pas? Mais si on l'a pas, on ne sait pas bien le lire, on ne sait pas savoir qu'est-ce qu'ils ont demandé exactement, on ne sait pas l'interpréter. Donc, c'est peut-être aussi bien de ne pas bien le connaître. Moi, j'ai une fois fait ça sur un piquet où le huissier tentait de nous lire
l'ordonnance, et pendant qu'ils lisaient, on chahutait, on chantait, on gueulait, on ne comprenait rien, donc quelque part, ils ne savaient pas nous dire qu'on pouvait faire et pas faire. Donc voilà, il y a plein de tactiques. Oui, C'est important, je pense, pour se préparer par rapport à une grève, c'est de connaître son entreprise, savoir ce qu'on peut faire là, ce qu'on peut faire là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, il n'y a pas un manuel du piquet de grève. Je pense qu'il faut voir ce qui est possible dans une entreprise, dans une autre. Dans une entreprise, on va pouvoir bloquer. Là, qu'on sait que la direction va même pas broncher, va laisser faire. Colruyt, ils ont déjà prévu de faire une ordonnance pour le 31, c'est sûr et certain. Hein. Et donc le rond-point à Halle, il y aura déjà les flics qui seront là et personne ne pourra quelque part bloquer le rond-point. Hein. Donc ça, c'est petit. Il faut se préparer. En fait, un grève comme ça se prépare avant, ça, la communication, parce qu'il y a un préavis d'air, on connaît la date. Même mes collègues viennent vers nous pour poser la question, on va faire quoi, on fait comment. Chaque société est différente, la mentalité, comment vous allez bloquer, vous avez des problèmes dans la boîte ou pas. Alors des trucs prévus, tout ça joue un rôle là-dedans. Alors nous, par exemple, on fait un peu de grève chez nous, mais on ne bloque pas. Mais en général, la plupart des gens font grève avec. Chacun c'est des grèves. Voilà. Oui, en fait, je pense que et c'est un élément important, ce que Daniel vient de dire, c'est que chaque entreprise, donc vous êtes représentant d'entreprise, va agir selon les spécificités de l'entreprise. Différemment à la grève du 13, où là on a voulu qu'il y ait une certaine visibilité, mais celle du 31, c'est une général. Donc effectivement, au moins ce que j'appelle ces fameux révolutionnaires Netflix, c'est-à-dire que les gens qui se mettent en grève et qui ne viennent pas, qui restent chez eux et qui regardent toute la journée Netflix, et je les plains comme ça, mais c'est peut-être aussi une solution ce jour-là. C'est-à-dire que... Non, je ne vais pas terminer. Non, mais pourquoi? Parce que effectivement, si on a la possibilité d'avoir le maximum de personnes devant l'entreprise, c'est un impact, ça je sais. Mais il y a certaines entreprises, tu sais très bien, où il n'y a pas de rapport de force et qu'il y a une grosse possibilité qu'il y ait une influence de la part du patronat pour les faire rentrer. Donc moi je préfère éviter cette influence et que l'entreprise ne tourne pas. Et c'est pour ça que je dis que ça doit être du cas par cas. Effectivement, moi quand je vous ai posé la première question, je ne suis pas pour le barrage Litran. Hein. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas pour le barrage Litran. Je suis déjà barrage à moi tout seul, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je pense, oui, effectivement, c'est une solution cas par cas et que des fois, et je suis désolé, Daniel, mais si ça fait partie de la solution et de bloquer, l'activité de l'entreprise, Thierry Breton, il a dit ouvertement, c'est le but d'intervalle. J'entends ce que tu dis, je le comprends, mais je nuancerai. Je nuancerai pourquoi à cause de ce salopard de Georges-Louis Boucher. D'accord? Oui, mais que lui va encore tweeter par après, ou va aller faire filmer sa presse qui paye lui, ou qui est à sa botte, filmer les entreprises où c'est bloqué, où il n'y a personne, où il n'y a pas un chat dans les tickets de grève, et il va dire quelque part, regardez, ils sont tous occupés à la maison, ils s'en foutent de ce qui se passe. Donc moi je pense que... Voilà, mais donc ça, oui, je pense que c'est vraiment des discussions qui doivent avoir lieu. Mais voilà, a priori, le but pour vous, j'imagine, ça va être que les gens, après cette journée de grève, ils soient contents, enfin, ils se sentent renforcés, quoi. Pas qu'ils se sentent cassés dans leur grève. Donc, en fonction de qu'est-ce qui est le mieux pour que les gens, à la fin, ils se sentent fiers d'avoir fait ça, qu'ils se sentent soutenus par leurs collègues et tout. Ben, ça dépend un peu. Est-ce que vous devez vous donner rendez-vous ailleurs que devant l'entreprise? Comment est-ce qu'on fait? Mais moi, ce que j'avais comme... Voilà, c'est si jamais vous avez des questions un peu précises, je vois qu'il y a une question là. Par rapport à l'huissier, quand il vient, est-ce qu'il est juste censé remettre le courrier ou expliquer ce qu'il y a réellement dans le courrier? Normalement, il doit lire le papier et demander la carte d'identité pour noter le nom de la personne à qui il le donne. Pourquoi il doit faire ça? C'est parce qu'en fait, comme les patrons disent, je ne sais pas contre qui faire le procès, ils donnent un truc général, mais donc le papier, il vaut pas tant qu'il n'y a pas votre nom marqué dessus, tant qu'on ne peut pas prouver qu'en fait, vous savez que vous ne pouvez pas faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, pour prouver que vous avez bien reçu le jugement, il doit prendre la carte d'identité et noter l'identité. Et aussi pour pouvoir après vous donner une amende vous envoyer une amende à la maison si vous n'avez pas respecté. Mais donc, tant que votre nom n'est pas noté, en principe, il n'y a pas d'angoisse. Après, je fais un petit bémol, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des entreprises, même à l'époque, la SNCB,
La personne n'avait pas voulu donner son identité et l'huissier de justice l'a eu via l'employeur. Mais bon, la majorité du temps, si vous ne donnez pas votre carte d'identité, vous n'allez pas avoir d'amende. Mais ils doivent avoir, avant de l'avoir lu, Il le lit. En général, après, c'est pas qu'il y a une règle hyper... mais en général, il le lit. Et ils disent, maintenant, je constate que vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Est-ce que je peux avoir votre carte d'identité? Et en général, il vient pas tout seul, l'huissier. Il vient avec la police. Et ça, c'est une possibilité, en fait. Enfin, nous, on conteste que la police peut vraiment agir parce que normalement, la police, c'est seulement si on pense que vous avez fait une infraction ou si vous faites un trouble à l'ordre public que la police, elle peut venir. Donc, si en principe, si vous êtes calme à l'intérieur d'une entreprise, sur le parking, etc., normalement, la police ne peut pas venir. Mais l'huissier de justice peut être accompagné de la police et souvent, c'est prévu dans les jugements. Donc, en principe, voilà, dans les faits, en fait, qu'est-ce qui se passe? L'huissier de justice dit non, moi je veux pas. Il vous demande votre carte d'identité, vous dites j'ai pas ma carte d'identité ou j'ai pas envie de la donner, ou je sais pas qui vous êtes. En fait, il se passe rien ici, tout va bien, etc. La police va vous demander votre carte d'identité. Soit vous l'avez pas sur vous, soit vous la donnez, soit vous voulez pas la donner. Mais dans un lieu privé. oui, parce qu'en fait, ils disent, mais moi, dans le jugement, l'huissier il dit qu'en fait, il peut être accompagné de la police. Donc, c'est un peu un truc. Nous, on dit normalement, la police dans un lieu privé, il ne peut pas venir tout seul. Mais comme c'est dans le jugement qu'en fait, ils peuvent accompagner l'huissier, il y a un peu une base légale quand même pour dire qu'ils peuvent venir. Mais donc, après, ça, c'est à nouveau à vous à discuter. C'est quoi le but? Est-ce que vous venez avec votre carte d'identité ou pas? Sachant que vous êtes obligé d'avoir votre carte d'identité normalement sur vous. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est une raison, entre guillemets, pour pouvoir vous arrêter administrativement le temps de vérifier votre identité. Ou alors, une personne donne sa carte d'identité, ou les personnes qui ont donné leur carte d'identité s'en vont et sont remplacées par des gens qui n'ont pas donné leur carte d'identité. Mais ça, à nouveau, c'est tout un peu des réflexions qu'il faut avoir à l'avance, je dirais. Justement, à l'avance, juridiquement, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, un peu comme les cabinets d'avocats ont été créatifs, et l'être nous aussi, je ne suis pas juriste, n'en sais rien, mais donc imaginer quelque part une protection en amont, éventuellement sur la base du préavis qui couvrirait l'action, qui nous permettrait d'une certaine manière de passer aussi par un juge pour dire voilà, cette action, elle est reconnue, elle est couverte, c'est l'exercice d'un droit fondamental reconnu, etc. Quitte à faire venir notre propre huissier. C'est des réflexions qui sont, auxquelles on a déjà pensé. Il y a des choses qui ont été faites par le passé, c'est que les responsables syndicaux ont écrit aux juges à l'avance. Donc, comme c'est les présidents des tribunaux, on sait qui c'est. C'est que le président du tribunal qui peut prendre ses ordonnances unilatérales. Ils ont écrit à l'avance en disant « Bonjour, je suis monsieur machin, je suis responsable syndical pour telle région, il va y avoir grève à cet endroit-là. Si jamais l'entreprise X vient chez vous en disant « Je ne sais pas qui sont les gens qui vont faire grève », sachez que ce n'est pas vrai parce que moi, je suis là. » Ça n'a pas trop marché jusqu'à présent. Et il y a aussi une discussion dans le syndicat parce que historiquement, il y a vraiment la revendication que les tribunaux n'ont rien à faire dans dans les conflits sociaux. Normalement, les tribunaux de première instance, par principe, on dit mais de quoi vous vous mêlez en fait? Vous pouvez pas, vous n'avez pas de droit de faire ça. Et donc, c'est la discussion, est-ce que tu rentres quand même dans ça, qui est quelque chose que tu refuses à la base? Parce que ça veut dire que ça les légitime aussi dans leur droit à faire ça. Mais je sais qu'il y a des endroits où ils ont fait, et ils ont envoyé des lettres à l'avance.
Et voilà, après, les employeurs disent oui, mais c'est que monsieur machin qui a écrit, mais en fait, ils sont 10 000 à faire grève et donc on ne peut pas tous les citer. Mais normalement, un, un président qui reçoit ça dit bah, il y a quand même en tout cas une personne que vous pourriez faire venir ici parce que j'ai reçu la lettre. Moi, je trouve que en théorie, c'est une bonne technique, mais dans la pratique, on voit que les juges s'asseyent un peu dessus. Mais aller plus loin et demander un jugement à l'avance, voilà, ça n'a pas été fait, je crois, encore. Je sais pas, monsieur, oui. Et, par rapport à l'huissier tout de suite pour entrer, donner du coup juste à l'intérieur de l'entreprise. Et lui, il n'a pas de. Enfin, si on lui ouvre la porte, je veux dire, il n'a pas de limite. Lui, il doit aller. Son rôle, c'est d'aller faire respecter ce jugement, quoi. Et il est envoyé par son client, qui est l'entreprise, qui lui dit tu peux rentrer chez moi, hein. Donc, en soi, il n'y a pas vraiment de problème. Si maintenant on fait un piquet, l'huissier arrive avec la police, et là le piquet, il s'éparpille, il disparaît. L'huissier, il trouve plus personne devant lui, il rentre, voilà. Alors qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ouais, mais nous, on attend une demi-heure, et après, une fois qu'ils sont partis, on revient. Je pense que c'est déjà été dit, hein, que c'est possible. C'est. Oui, c'est possible. Voilà. Et ils reviennent et ils peuvent filmer, ils peuvent prendre des photos. Ils peuvent. Et ce que note l'huissier vaut en général. Donc, c'est intéressant si vous filmez aussi. Oui. De l'autre côté, parce qu'on a eu quand même des cas à Deleuze où les huissiers de justice avaient constaté des choses qui étaient fausses, où ils ont dit on a vu qu'il y avait des blocages, alors qu'en fait, on avait la preuve qu'il n'y avait pas de blocage. Et on a eu aussi, on en a parlé, hein, des huissiers qui sont venus à la maison chez des gens, et ces gens ont filmé ce que le huissier de justice disait, et donc c'est vraiment la preuve que Deleuze ou les autres savent en fait très bien. Il y a leurs travailleurs. Et donc ça, par exemple, on peut l'utiliser, on pourrait l'utiliser en disant ils abusent de ce système. Je ne sais pas à quelle instance juridique alors il faudrait. C'est ça un peu le problème. C'est Abus d'un procédé juridique alors qu'ils savent parfaitement qui nous sommes puisqu'ils nous ont envoyé des huissiers chez nous à la maison. Ouais, mais donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle. On peut faire aller au tribunal contre ces ordonnances si on a une signification. Donc, ça veut dire si quelqu'un a donné sa carte d'identité et qu'on a reçu ce papier, on peut après faire une procédure en justice. Ça s'appelle la tierce opposition et c'est possible. Et donc, on a eu des ordonnances qui ont été cassées là-dessus. Le problème, c'est que quand c'est pour une grève d'un jour, pour Deleuze, c'était intéressant parce que c'était un combat qui durait des semaines. Mais quand on a quelques jours de grève, le temps qu'on ait une décision, ça dure plusieurs semaines. Et donc, entre-temps, la grève est terminée. Voilà. Mais ça reste quand même intéressant. Nous, c'est parce que moi, je suis juriste, alors ça m'excite un peu. Mais c'est intéressant de faire avancer la jurisprudence et de casser ces ordonnances parce qu'on trouve que ça ne va pas. Mais voilà, on ne gagne pas à chaque fois non plus. Donc, c'est un peu le problème. Ici, en fait, on a vu là tantôt la responsabilité juridique. Et qui dit responsabilité juridique, des poursuites juridiques. On a vu là tantôt l'exemple de notre camarade de Deleuze. Est-ce qu'il y a une poursuite dans la vie privée des délégués après? Est-ce que juridiquement acceptable ou pas? Venus chez les gens à leur maison. Quand ils sont venus à la maison, les huissiers sont venus chez eux. Nous, on a essayé, mais on n'a pas continué de faire justement des plaintes par rapport à la vie privée et au RGPD pour dire en fait comment est-ce que qui vous a donné en fait médicaments acceptables. Selon nous, non. Selon nous, c'est une violation de la vie privée de donner. Mais il y a des discussions parce que on peut donner des fois l'adresse de quelqu'un. Si vous avez condamné votre voisin à vous payer des choses, par exemple, vous pouvez donner le nom de votre voisin à un huissier pour aller saisir des choses. Mais nous, on a dit, en fait, on a proposé de déposer une plainte par rapport à la vie privée là-dessus, mais je crois pas que ça a été fait finalement.
Mais voilà, oui, pour nous, c'était un problème parce qu'on a demandé du coup à l'huissier qui vous a donné les coordonnées. Il y avait des trucs sur base de posts Facebook aussi, qu'ils avaient trouvé le nom de la personne en fonction de posts Facebook ou bien des photos du parking avec sa voiture dessus. Et donc, ils avaient fait des recherches sur base de la plaque. Enfin, il y avait pas mal de... Comment ça se fait qu'un huissier puisse trouver l'identité de quelqu'un sur la base de la plaque? Je pense que c'est une prérogative de la police. C'est l'employeur qui le donne. Ouais, c'est l'employeur qui dit, bah voilà, ça c'est le véhicule de cette personne, etc. Donc, voilà, ça a été assez loin quand même. Après, ouais, nous, on a commencé un peu à creuser ça, mais on s'est arrêté à la pause. Il y a même des huissiers, dans le cadre de l'Est, qui ont mis l'ordonnance dans la boîte aux lettres. Punt, on the line. On sonnait, les gens étaient par là, ils mettaient dans la boîte aux lettres, et les gens, quand ils vont à leur boîte aux lettres, ils voient une astreinte d'autant, et il y a pas qui ont peur. Bien sûr. Voilà, C'est comme quand on t'envoie la police. Il y a la peur qui est là vous aussi. savez. Mon ami à moi, mon ami qui était quelque part le délégué principal du siège social à Zélik, lui, quand ils sont venus sonner, il a fait descendre sa femme. Il ne savait pas donner à sa femme une astreinte qui la concernait pas. Quoi. Donc voilà, il y a plein de petits trucs pour contourner, mais voilà, c'est toujours la peur aussi, hein, parce que c'est ça qui est aussi. On est un petit peu démunis face à un huissier, un homme de loi, qui quelque part vient te donner quelque chose, où il y a une astreinte et des trucs comme ça. On a fait... Et c'est ça que je trouvais quand même assez fort aussi à Deleuze, parce qu'on a parlé beaucoup des aspects négatifs, mais je trouvais positif de voir à quel point justement les travailleurs ont appris leurs droits, ont appris à se défendre aussi face à des huissiers. Il y avait quand même plein de choses créatives, des gens qui, voilà, ils faisaient lire à l'huissier, ils disaient « je comprends pas, ça veut dire quoi ce mot-là ?» Et ce mot-là, j'ai pas compris en fait. Attends, quoi? Attendez, parce que moi j'ai pas noté, vous me dites des trucs, j'ai pas noté. Donc des techniques un peu comme ça Et les gens ont quand même, j'ai l'impression, hein, mais aussi appris de ça et sont devenus aussi plus forts dans leur vie à cause de ça. Mais... Et aussi, à Bruxelles, il faut lire l'ordonnance dans la langue de la personne. Et ça est arrivé aussi qu'il y avait des délégués qui étaient parquet bilingues, qui laissaient l'huissier lire toute l'ordonnance en français et puis dire « j'ai rien compris, moi je suis néerlandophone » et l'huissier a dû repartir, revenir avec une autre ordonnance. Et par rapport au truc aussi, il n'est pas toujours forcément avec la police. Et nous, on a déjà eu le cas où les huissiers avaient nos noms et on a nié nos identités. On a dit non, c'est pas moi. Et on dit, on sait très bien que c'est vous, mais non, c'est pas moi. Si vous voulez savoir que c'est moi, c'est ce que vous avez à faire. Et donc, ils viennent pas forcément avec la police non plus, quoi. Et c'est vrai que beaucoup de renseignements sont donnés par l'employeur. Hein. Ils avaient nos noms, ils avaient nos numéros de plaque, les camionnettes qui étaient attribuées, qui bloquaient les entrées avec le nom des travailleurs. Donc, beaucoup est donné par la direction. Mais si l'huissier dit seul sans la police, ne donnez pas votre carte d'identité, niez votre identité. Tu donnes le nom d'un employeur. Ben, Aujourd'hui, c'est le genre de question que j'ai précédemment posée à Daniel. Parce que là, on revient toujours sur le huissier, il a reçu des noms de l'employeur. Sachant que l'employeur peut donner le nom à une huissier que dans le cadre d'une saisie. Techniquement, là, il n'y a pas de saisie. Ben, c'est illégal d'être déposé. C'est illégal. Et le juge qui est saisi ordonne l'ordonnance sur base d'une... Non, mais ça, par contre, non. Enfin, juste pour clarifier, le juge, c'était avant. Ils ont eu une ordonnance avec le nom de personne. Ils n'avaient personne comme nom. Le juge a pas eu le nom de quelqu'un. Mais c'est après, quand il y avait le jugement, qui a été donné à l'huissier, et Deleuze a donné le nom des gens, un peu les meneurs, entre guillemets, qui étaient là. Et ils sont venus à la maison. Mais donc, normalement, le juge, s'il connaît une personne... en face, il ne peut pas accepter une requête unilatérale. Il doit toujours... Mais voilà, je pense qu'on va clôturer ici. Je suis encore disponible si vous voulez après. Et oui, je peux vous envoyer le PowerPoint. Il y a un peu plus que ce que j'avais... Voilà, ce qu'on met en gros, mais... Très intéressant. Super, oui. Merci. Là, nous l'envoyer. Je pense. Mais on va trouver une manière de vous l'envoyer, parce que par exemple, vous allez peut-être noter oui si vous avez noté. Oui. Allez signer et noter votre adresse mail, comme ça. Ouais. Mais voilà, juste pour finir, pour vous dire que parfois aussi, il y a des juges qui nous entendent.
Il y a aussi des juges qui ont dit, par exemple, la réaction des employés est le résultat d'une politique d'austérité et qui pouvait parfaitement être anticipée et attendue. C'était possible de faire un débat contradictoire et voilà, il a reconnu que les manifestants ne voulaient pas nuire à l'entreprise, mais plutôt parvenir à un dialogue social. Et donc, il y a des fois aussi où les patrons perdent. Donc, ils sont allés au tribunal d'Anvers pour demander une requête unilatérale et le juge leur a dit, ben non, pas du tout. Et le problème, c'est qu'ils ne le disent jamais quand ils perdent. Donc, il faut qu'on arrive à le savoir par la bande. Mais juste pour dire que voilà, c'est difficile, la lutte elle est un peu compliquée et tout, mais c'est pas que eux gagnent toujours et que les travailleurs perdent toujours. Voilà. Mais donc, si vous êtes voilà, si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours bon, c'est pas mon adresse mail qui est notée là, mais vous pouvez toujours nous contacter et bon courage pour la suite. Bonne journée.